de cet endomètre, est-ce qu'il est trophique, pas atrophique, et à quel stade, donc, à quel stade ou à quelle phase donc, du cycle il est situé, puisque dès qu'il y a un déphasage par rapport au cycle, il peut y avoir une infertilité. Je vous avais bien expliqué qu'au niveau du chorion cytogène, il y avait des récepteurs hormonaux et en fonction donc de l'imprégnation hormonale, l'endomètre pouvait changer de... Bonjour tout le monde. Ah. Aujourd'hui, je vais vous présenter... Alors, on va l'arrêter. Déclenchement automatique. Donc, alors, je continue. Donc, on va faire le cours sur l'endomètre. Vous m'entendez? Alors, oui, très bien. On continue. Donc, elle a fait des... Le plan comporte... Alors, donc, il y a son plan, donc des rappels. Je vais passer. Donc, l'utérus, vous savez comment il est. Le fond utérin, donc, on va passer, puisqu'on les a déjà vus. On commence par les rappels. C'est un déclenchement automatique. Alors, les rappels histologiques, donc l'endomètre, je vais la lancer et l'arrêter. Voilà. Donc, l'endomètre est constitué par donc, de nombreuses glandes. Ces glandes, donc, c'est ça les glandes. Donc, vous voyez, tout ça, c'est la paroi utérine dans laquelle on retrouve donc l'endomètre qui repose sur un myomètre et il y a aussi une séreuse. Donc, l'endomètre est constitué donc, d'un épithélium de surface. Cet épithélium, quand il s'invagine, il forme des glandes. Vous voyez, ce sont des glandes qui sont bordées d'un épithélium cylindrique et elles sont enfouies. Donc, vous voyez, elles baignent dans ce qu'on appelle le chorion cytogène. Ensuite, le myomètre, il est fait de fibres musculaires lisses. Alors, les rappels histologiques de l'endomètre normal, donc selon la phase, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, son aspect est variable en fonction de la phase du cycle à laquelle la femme est, donc, et ça, c'est en rapport avec l'imprégnation hormonale. Donc, vous savez très bien que pour le cycle, comment on dit, le cycle de la femme, il est de 28 jours, il est subdivisé en deux phases séparées par la phase d'ovulation qui est à peu près aux alentours du 14e jour. La première phase est dite phase proliférative, la seconde phase est dite phase sécrétoire. Donc, la phase proliférative, on retrouve des glandes qui vont proliférer, qui vont commencer à... Donc, ces glandes qui vont commencer donc, à proliférer, à devenir un peu plus grandes, elles sont en général, vous voyez, tubuleuses droites, bordées d'un épithélium cylindrique, et les noyaux surtout sont au pôle basal. Par contre, les glandes les glandes de la deuxième phase, donc dans la phase sécrétoire, ce sont des glandes qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus distendues. Elles sont bordées d'un épithélium qui peut même, cylindrique, qui peut même sécréter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la phase ovulatoire, vous allez avoir les cellules, donc les cellules glandulaires, les cellules cylindriques, où le noyau, au lieu d'être au pôle basal, il va se mettre au pôle apical et il va y avoir une vacuole de sécrétion au niveau de la base. Donc ça, c'est un témoin indéniable d'une ovulation. En général, nous, lorsqu'on nous fait des biopsies, on peut déterminer la phase exacte d'ovulation grâce donc, à l'observation de cette vacuole de sécrétion au niveau de cellules cylindriques. Donc voilà, aspect d'un endomètre normal. Ensuite, elle vous met période d'activité génitale, deux phases. Donc phase proliférative dite œstrogénique parce qu'il y a une imprégnation œstrogénique importante. L'endomètre est peu épais, les glandes sont tubuleuses droites, les mitoses régulières, le chorion cytogène est œdémacié et les vaisseaux sont de type capillaire. L'ovulation, c'est au 14e jour. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez cet épithélium. Donc, vous voyez l'épithélium avec le noyau qui devient au pôle apical et il y a une vacuole de sécrétion au niveau du pôle basal. Ça, c'est témoin de l'ovulation. Donc, normalement, c'est au 14e jour. Mais nous, il nous arrive de recevoir des biopsies de l'endomètre, donc par exemple, qui ont été faites. Par exemple, ils vous envoient une biopsie d'endomètre et vous disent voilà, c'est une biopsie d'endomètre de telle femme qui a tel âge. Et cette biopsie a été effectuée, par exemple, au 17e jour du cycle. Et si je retrouve au 17e jour du cycle ça veut dire que, en fait, cette femme a ovulé au 17e jour.
Alors, la phase sécrétoire, qui est la deuxième phase, elle est dite progestative. Et dans ces cas-là, l'endomètre est épais, les glandes sont distendues, nombreuses, sinueuses. On dit qu'elles sont en dents de scie. Il y a une sécrétion endoluminale, donc elle commence à sécréter. Et bien sûr, on va retrouver au niveau du chorion cytogène ce qu'on appelle les artérioles spiralées. En fait, c'est un endomètre qui se prépare. Enfin, la phase sécrétoire. Donc, vous voyez, donc c'est un endomètre qui va se préparer à l'anidation. C'est pour ça qu'il devient beaucoup plus épais, qui s'enrichit en vaisseaux. Alors, avant la puberté, l'endomètre est mince, le chorion cytogène est peu dense. À la ménopause aussi, il devient atrophique. On dit qu'il est dystrophique. Chez la petite fille, avant. Alors, la biopsie de l'endomètre, voilà. La biopsie de l'endomètre, c'est important. Elle consiste à prélever un fragment de muqueuse d'endomètre avec une petite curette. Le but, c'est pour voir la fonction hormonale, donc je vous ai bien expliqué, surtout chez les femmes infertiles, donc voir à quel moment de la phase du cycle elle est, et bien sûr pouvoir ajuster. Donc, en fonction de la phase à laquelle elle est, le clinicien pourra ajuster la thérapeutique. Par exemple, si elle est en première phase, et en fait, elle est en première phase débutante, alors que la biopsie a été faite, par exemple, à une date proche du 14e jour. Ça veut dire qu'il y a une insuffisance œstrogénique, donc il va compenser avec un traitement œstrogénique. Par exemple, s'il fait sa biopsie en deuxième phase, et nous, on lui dit, attention, cette biopsie n'est pas tout à fait en deuxième phase, donc lui, il va compenser, il va rajouter de la progestérone. Donc, vous voyez, c'est très important, l'évaluation de la fonction hormonale. Apprécier aussi l'effet du traitement hormonal, est-ce qu'il a été suffisant ou pas, il a pu régler le problème ou pas, rechercher une éventuelle infection, parce qu'il y a des infections, par exemple, qui peuvent... Est-ce que vous arrivez à suivre? Vous dites ça à qui? À moi? Il y a quelqu'un qui... Je suis trop rapide? Dites-moi. Bon, ça va, Anna, j'arrive à suivre. Oui, c'est très facile l'endomètre. Demandez quand même à vos camarades. Ça va pour les autres? Dès tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était trop rapide. Bon, alors je continue. Donc, rechercher une éventuelle infection qui a pu, par exemple, empêcher une grossesse. Rechercher une lésion prénéoplasique, ce sont les hyperplasies, ou néoplasique, c'est-à-dire un cancer. Quand est-ce qu'il faut faire la biopsie de l'endomètre? En général, à partir du 22e jour. En général, on la fait au 23e jour du cycle. En cas de saignement, bien sûr, on peut la faire à tout moment puisqu'on ne sait pas à quelle phase on est. Les limites de la biopsie de l'endomètre, si c'est un prélèvement qui ne ramène pas assez de matériel, s'il ne ramène pas une biopsie profonde, donc on ne peut pas dater l'endomètre, donc ça ne sert à rien. Et s'il n'y a pas de renseignement clinique, on vous envoie une biopsie d'endomètre et on ne vous dit pas à quelle phase du cycle de la patiente il a été fait. Donc nous, on ne sait pas, on peut pas être orienté. Donc les renseignements cliniques sont très importants. Il faut impérativement qu'il y ait la DDR, l'éventuel traitement hormonal ou pas et les signes cliniques. La pathologie inflammatoire, c'est surtout la pathologie inflammatoire à type d'endométrite qui sont les plus fréquentes. Les myométrites sont rares. Alors, les endométrites peuvent être elles peuvent être aiguës, spécifiques ou non, et elles peuvent être chroniques, spécifiques ou non. Donc, les endométrites non spécifiques aiguës, elles sont secondaires aux infections cervico-vaginaires ascendantes. Par exemple, une infection au niveau du vagin qui va aller dans le col et va monter dans l'endomètre. Sur le plan microscopique, donc tout ce qui est aigu, je vous ai dit, il y a congestion vasculaire, polynucléaire, neutrophile et œdème. Donc, présence d'un infiltrant inflammatoire riche en polynucléaire, neutrophile, donc chorion, et dans les lumières glandulaires, donc en intraluminal, on parle, c'est comme si c'était des micro-abcès avec œdème et congestion. Pour ce qui est des infections chroniques, il faut impérativement rechercher les plasmocytes et dans ces cas-là, on peut céder de l'immunohistochimie avec l'anticorps anti-CD138
bien sûr, les cellules du chorion cytogène deviennent plus denses, elles deviennent fusiformes dans les infections chroniques. Et attention, ces infections endométriales empêchent l'anidation, donc elles sont à l'origine d'une infertilité. Les endométrites spécifiques, elles sont souvent chroniques, d'origine tuberculeuse le plus souvent, la tuberculose étant une infection qui est endémique dans les pays, enfin chez nous. Et dans ces cas-là, elles sont à l'origine, donc ces tuberculoses d'origine d'une infertilité. Pourquoi? En particulier dans l'endomètre et dans la paroi tubaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles guérissent, elles donnent des séquelles, ce sont les séniéchies. Donc il va y avoir réparation sous forme de fibrose et ça va empêcher l'anidation. Dans la paroi tubaire, bien sûr, ça va boucher les trompes. Donc ces synéchies ou ces brides fibreuses vont empêcher donc l'œuf de passer et elle être donc à l'origine d'une infertilité. Les endométrites non spécifiques, donc la tuberculose. Tuberculose, comme on le voit macroscopiquement, donc ce sont des lésions qui sont blanchâtres, comme qui ressemblent, donc cette nécrose caséeuse, elle ressemble à du fromage blanc. Sur le plan histologique, ce sont des lésions nodulaires, épithéliogigantocellulaires, centrées de nécrose caséeuse pour pouvoir dire que c'est une tuberculose, être formel et dire que c'est réellement une tuberculose. Les follicules, il faut savoir que les follicules peuvent être grands ou petits, donc on dira qu'ils sont d'âge différent en fonction de la date à laquelle ils sont apparus. Ils peuvent confluer, donc ils peuvent rentrer les uns dans les autres, et dans ces cas-là, c'est là aussi spécifique de la tuberculose. Donc, voici l'aspect d'une endométrite aiguë. Donc, vous voyez des polynucléaires à l'intérieur de la lumière d'une glande. Ici, des polynucléaires, des plasmocytes, pardon, qui sont dans le chorion cytogène. Et ces plasmocytes, on peut les reconnaître grâce donc à l'application d'un anticorps qui est le CD138 et qui reconnaît ces plasmocytes. C'est un examen immunohistochimique. Tuberculose endométriale, donc voici un follicule épithéliogigantocellulaire, un follicule, un deuxième follicule, un troisième. Et ça, ce sont les fameuses cellules géantes qui ont plusieurs noyaux qui sont agencés donc en semelle, en périphérie. Donc, ce sont des cellules géantes de type Langerhans. Et au centre, ici, il faut retrouver la nécrose caséeuse qui est typique de la tuberculose. Son aspect, il est aniste, acellulaire, grumeleux. La pathologie tumorale, donc les tumeurs bénignes, les tumeurs mésenchymateuses, donc ce sont les plus fréquentes au niveau de l'utérus, du corps de l'utérus. Donc voici la tranche de section d'un utérus. Ici, un nodule qui est arrondi, bien limité. Donc les critères macroscopiques de bénignité, c'est la bonne limitation, c'est les contours réguliers, c'est l'absence de nécrose et l'absence d'hémorragie. Donc, vous voyez que tous ces critères s'appliquent à cette tumeur. Donc, c'est une lésion nodulaire qui est sous l'endomètre. Donc, c'est un léomyome parce que c'est une tumeur musculaire lisse bénigne, sous-muqueux, donc sous la muqueuse. Donc, le léomyome, il peut être sous la muqueuse, il peut être dans le myomètre, il peut être sous la séreuse. Donc, sous-muqueux, intramural lorsqu'il est dans le myomètre et sous-séreux lorsqu'il est sous la séreuse. Sur le plan microscopique, ce sont des tumeurs qui sont nodulaires. Non, ça c'est macroscopique, elle s'est trompée. Tumeurs nodulaires uniques ou multiples, donc en fonction de la localisation, je vous en ai déjà parlé, l'aspect est plein, fasciculé, blanchâtre. Sur le plan microscopique, ce sont des cellules allongées, fusiformes, disposées en faisceaux réguliers. Les noyaux sont leurs bouts sont coupés. On dit qu'ils ont des bouts, les limites sont en bout de cigare. Ils sont tronqués, ils sont coupés. Alors, autre tumeur bénigne, épithéliale, donc là c'était mésenchymatose épithéliale, c'est les polypes, donc c'est la lésion la plus fréquente. Elle est constituée de nombreuses glandes avec un axe vasculaire. Donc, ce sont des glandes normales qui ressemblent donc aux glandes normales. Et dans un polype, il faut savoir que le nombre de glandes doit être plus important que le chorion pour parler de polype.
Les tumeurs malignes, ce sont d'abord les tumeurs malignes épithéliales, c'est les plus fréquentes, selon la classification OMS de 2020. Donc, vous avez d'abord les lésions précurseurs, donc ce sont les lésions précancéreuses, ce sont les hyperplasies. Il y a les hyperplasies, donc dans les hyperplasies, vous avez l'hyperplasie typique et l'hyperplasie atypique. L'hyperplasie atypique, c'est celle qui prédispose au cancer. Elle est dite, regardez maintenant dans la classification OMS de 2020, on parle d'hyperplasie atypique versus, c'est-à-dire ou néoplasie intraépithéliale endométrioïde. C'est comme si on parlait d'un adénocarcinome in situ. Vous imaginez? Ensuite, on va parler de carcinome séreux intraépithélial endométrial. Ensuite, on parlera des différents types de carcinomes endométriaux avec les différentes variantes histologiques. Alors, l'hyperplasie atypique, comment définir l'hyperplasie de l'endomètre? C'est l'augmentation du nombre de glandes par rapport au chorion. Et sur le plan microscopique, on voit un gonflement, un épaississement de l'endomètre. Et ça, on peut le voir directement à l'échographie. Donc, l'hyperplasie peut être avec atypie ou sans atypie. Sans atypie, c'est pas grave puisqu'elle peut régresser sous traitement. Par contre, avec atypie, elle va évoluer vers le cancer. On parlera d'hyperplasie atypique lorsqu'il existe une perte de la polarité des cellules, une chromatine irrégulière, des noyaux ronds globuleux, l'apparition d'un gros nucléole et surtout une pluristratification. Donc ça, ce sont des critères pour définir l'hyperplasie atypique qui est une lésion précancéreuse, contrairement à l'hyperplasie sans atypie qui est une lésion dystrophique qui peut régresser. La néoplasie intraépithéliale endométrioïde, c'est le diagnostic différentiel de l'hyperplasie avec atypie. Donc, si vous voulez, c'est un adénocarcinome in situ. L'aspect écribriforme, c'est-à-dire que vous avez un massif avec des trous à l'intérieur, vous avez des glandes qui vont confluer, qui vont s'adosser, et une réaction fibreuse desmoplasique du chorion. Donc, en réaction pour éviter l'infiltration de cette tumeur. Le diagnostic est souvent difficile sur matériel de curetage. En général, on diffère le diagnostic et on demande à ce qu'une autre biopsie soit faite, plus importante. Alors, la pathologie tumorale est dominée par les tumeurs épithéliales à type de carcinome de l'endomètre que l'on appelle adénocarcinome. Généralement, il se voit chez la femme en période périménopausique ou après la ménopause. Et ce sont des cancers qui sont hormonodépendants, donc en rapport avec une hyperœstrogénie. Les facteurs de risque, c'est l'obésité, puisqu'il y a transformation des graisses en oestrogène, l'HTA, le diabète, l'hyperœstrogénie endogène ou exogène, donc s'il y a un traitement. Sur le plan clinique, c'est surtout les métrorragies. Sur le plan macroscopique, regardez, donc c'est un aspect qui est végétant ou polypoïde, blanchâtre, friable. Donc lorsqu'on fait une tranche de section, on va voir que c'est une lésion qui siège au niveau de l'endomètre et qui peut infiltrer donc en profondeur et latéralement, soit vers le fond, soit vers le bas dans le chorion. Donc blanchâtre, encéphaloïde, nécrosé, qui tapisse les surfaces utérines internes, qui peut infiltrer ou non le myomètre. Donc en fonction du degré d'infiltration, donc la stadification de la FIGO va changer. Et ça recommence. Voilà. Sur le plan microscopique, l'adénocarcinome endométrioïde, qui représente 80% des tumeurs de l'endomètre, c'est une prolifération qui est faite de tubes et de glandes de forme différenciée, donc ce sont des glandes qui ressemblent à l'endomètre normal. On retrouve des glandes qui vont confluer et parfois même des foyers de métaplasie épidermoïde. On appelle ça de la métaplasie glandulaire, mais qui n'a aucun impact péjoratif. Ça aide au diagnostic seulement. Allez. Alors, le grade histologique est important à connaître dans l'adénocarcinome endométrioïde, puisque c'est un facteur de pronostic. Il est demandé à ce qu'on grade les tumeurs. Et dans ces cas-là, il y a différents grades. Les grades vont de 1 à 2 en fonction de la richesse en structure de la richesse en structure glandulaire ou de la pauvreté en structure solide. Ça dépend de quel point de vue on se situe. Donc, moins
s'il y a moins de 5% de zones solides, c'est ça les zones solides, les zones pleines. Grade 2 lorsqu'il y a 6 à 50% de zones solides et grade 3 lorsqu'il y a plus de 50% de zones solides. Donc, vous imaginez que moins il y a de glandes et moins bien la tumeur est différenciée et moins bon est le pronostic et plus élevé sera le grade. Hein. Plus les atypies nucléaires, donc qui peuvent être minimes, modérées ou sévères. Bien sûr, s'il y a beaucoup d'atypies nucléaires, on passera du grade 2 au grade 3. Alors, les carcinomes les plus rares, c'est le carcinome séreux, c'est l'adénocarcinome à cellules claires. Donc, ce sont des formes histologiques qui sont péjoratives. Alors, en ce qui concerne, donc, ce sont les formes histologiques péjoratives. Alors, la classification anatomopathologique, c'est non, c'est pas là, c'est une classe, c'est la stadification, ça c'est pas une classe, c'est la stadification, donc PTNM corrélée à celle de la FIGO, donc qui stade les tumeurs en fonction de leur localisation dans le corps utérin. Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que ça infiltre le myomètre? Est-ce que c'est moins de 50% de l'épaisseur du myomètre qui est infiltrée? Est-ce que c'est plus de 50% de l'épaisseur de myomètre qui est infiltrée? Et bien sûr, est-ce que le col est infiltré ou pas? Donc ça, c'est la stratification, donc PTNM corrélée à la stratification de la FIGO, qui est un facteur de pronostic important dans la prise en charge du cancer de l'endomètre. Alors, les facteurs histopronostiques de ces carcinomes, c'est le type histologique, donc un adénocarcinome endométrioïde, il a un meilleur pronostic qu'un adénocarcinome de type séreux, qu'un adénocarcinome à cellules claires. Le grade histologique, bien sûr, un grade 1 où on retrouve beaucoup de glandes parce que ça ressemble à un endomètre normal et de meilleur pronostic qu'un grade 3. Le stade de la FIGO, bien sûr, si on est au stade 1 où la tumeur est cantonnée à l'endomètre et qu'elle infiltre moins de 50% du myomètre, donc elle infiltrera moins en profondeur, donc sera de meilleurs pronostics. Et bien sûr, la présence d'emboles vasculaires. S'il y a des emboles vasculaires, il y a un risque d'essaimage, il y a un risque d'évolution qui sera beaucoup plus important. Alors, il existe parfois des problèmes de diagnostic différentiel, ce qui nous amène à recourir, oui, l'immunohistochimie comme aide au diagnostic immunohistochimique. Donc, elle vous a quand même mis la nouvelle, parce qu'en fait, il faut savoir que ces tumeurs sont en rapport, ces adénocarcinomes peuvent être en rapport avec des anomalies génétiques comme la mutation de P53, des mutations des microsatellites. Et en fonction de tout ça, il a été identifié dans l'OMS de 2020 des groupes moléculaires de pronostic et de prise en charge thérapeutique différentes. Donc, il y a maintenant 4 types de tumeurs. Le pôle 1 qui est ultra muté, où il y a beaucoup de mutations génétiques. Le deuxième groupe où il y a une instabilité des microsatellites. Le groupe 3 où il y a l'oncogène, le gène suppresseur de tumeur P53 qui est muté. Alors, le risque d'essaimage, c'est le risque d'aller à distance. C'est le risque de métastase. Essaimer, c'est partir loin. Pas de quoi. Et en fait, j'ai perdu. Quand je vous ai parlé, j'ai perdu le rejoindre. J'ai perdu mon slide. Oui. J'ai perdu mon slide, mais le fichier sur lequel je travaillais. Oui, je rejoins. Vous posez une question entre-temps. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a besoin d'examens complémentaires pour évaluer les métastases? Par exemple, les adénocarcinomes de l'endomètre.
Alors, c'est une très bonne question parce que souvent, la métastase, ça c'est une question d'ordre général, hein. Souvent dans le cas en pathologie tumorale, on découvre la métastase avant la tumeur primitive. Donc, on a par exemple une dame comme ça qui se plaint, elle vous dit, ah, j'ai mal au foie et tout ça. On fait une échographie, on croit qu'elle a une tumeur de la vésicule biliaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une échographie. Et on trouve qu'il y a un nodule, on le ponctionne, on fait on l'envoie à la NAPAT, il trouve une métastase d'un adénocarcinome. Oui, mais adénocarcinome, on peut le trouver dans tout l'organisme. Donc, ça peut être un adénocarcinome du côlon, ça peut être un adénocarcinome du poumon, ça peut être un adénocarcinome de n'importe, de l'ovaire, de l'utérus. Donc, bon, on peut avoir, bien sûr, idéalement, il faut faire ce qu'on appelle le, le bilan d'extension, c'est-à-dire rechercher la tumeur primitive, mais souvent, vous savez, les cliniciens vous disent, ouais, j'ai tout cherché, j'ai rien trouvé. Bref, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle l'examen immunohistochimique et on recherche donc les signes spécifiques d'une tumeur primitive de siège gynécologique, donc d'origine embryologique mullérienne. Et dans ces cas-là, on utilise la CK7, on utilise la CK7, on peut utiliser les récepteurs hormonaux pour essayer de trouver la tumeur primitive. J'ai compris. C'est bon? Bon, ça, Oui, ça merci. je vous ai expliqué ça de façon très simplifiée parce que ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'en fait, l'ovaire, elle a la même origine embryologique que l'utérus, que le sein. Bon, le sein, il y a des marqueurs spécifiques. Par contre, l'utérus et l'ovaire, c'est pas très évident. Donc, il y a des petites astuces comme ça qu'on utilise pour essayer de retrouver l'origine d'une tumeur. Oui, je comprends. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Allez, dites-moi. Il y a encore des questions pour les autres. Vous êtes fatigués. Il est déjà 10 heures. On a bientôt fini. Il reste 2 ou 3 slides, c'est tout. Et on aura fait les 2 cours. On aura fait 3 cours. Oui. Je vous ai facilité la tâche. Bon, pour ceux qui sont encore restés, vous n'êtes pas très nombreux, hein. Mais j'ai 13. On était à 40, c'est ça? Il y avait des moments où on était à 70, mais ils n'ont pas une très bonne connexion. C'est pour ça que c'est enregistré. Eh bien, très bien. Vous leur partagerez. Vous savez, je suis en train de retélécharger parce c'est parti. Parce que des fois, la connexion se coupe. Et donc, alors les autres, si vous avez des questions. En fait, on a fini hein, pour l'endomètre. C'est quoi le lieu privilégié? Alors, les métastases les plus fréquentes, mais ça, en fait, ce sont des prérequis hein, que normalement, vous êtes censé avoir. Les tumeurs épithéliales donnent des métastases ganglionnaires et les tumeurs mésenchymateuses donnent plus on dit qu'elles sont hématogènes, c'est-à-dire elles donnent des métastases via les vaisseaux, donc elles vont aller dans les organes. Donc, par exemple, un léomyosarcome, il ira plus vers le foie, il ira plus vers le rein, vers des organes. Alors que, par exemple, une tumeur épithéliale comme l'adénocarcinome, comme la carcinome épidermoïde, on dit qu'il est lymphophile, il ira plus vers les ganglions. Donc, le site privilégié des métastases de l'adénocarcinome de l'endomètre, c'est plus les ganglions. D'accord? Donc, c'est plus les ganglions de voisinage, comme pour le cancer, comme pour la carcinome épidermoïde. Des questions? Ça vous a permis de faire une révision. Avec plaisir. Dans le cancer de l'endomètre, le diagnostic est souvent précoce. Donc, on arrive. Prenez la parole. Prenez la parole, s'il vous plaît, parce que si j'appuie sur un bouton, tout part.
D. Docteur, dans le cancer de l'endomètre, le diagnostic est souvent précoce. Euh, oui, non, ça dépend. Vous savez, en général, ce sont des métrorragies post-ménopausiques. Il y a des femmes qui ne consultent pas et qui arrivent à des stades qui sont des stades évolués. Vous voyez, donc dans ces cas-là, ce n'est pas un stade précoce puisque la tumeur a été découverte tardivement à un stade où la tumeur a déjà infiltré plus de 50% de la paroi du myomètre, où il y a des métastases. Et pour le pronostic, par rapport, si on compare avec le cancer du col, qui est le bien? Et le meilleur. On commence par Écoutez, les rappels. c'est plus l'endomètre En qui a meilleur. biologie, L'endomètre a un d'origine meilleur mésodermique. pronostic. C'est à partir de la Ouais, 6e merci. semaine du développement Très bien, embryonnaire, merci. les extrémités distales des D'accord. canaux de Müller fusionnent et donnent naissance à l'utérus et au vagin. Anatomie, l'utérus est situé dans le pelvis, de forme Parce que le piriforme, carcinome mesure épidermoïde, en moyenne 6 il fois est 4 méchant, fois il 3 évolue cm, à bas se bruit, prolongeant en bas il par le infiltre côte terrain. jusqu'à la vessie, donc c'est pas. Est-ce que vous avez encore des questions? Le temps que je fasse juste défiler pour arriver aux dernières diapositives. Donc, les facteurs de pronostic, vous les connaissez dans le. Très bien. Bah, écoutez, je pense que on a fait le tour de la question. J'essaie de voir s'il y a, sur les dernières diapositives, s'il y a des choses importantes. Mais je pense qu'avoir fait le tour de la question, on se retrouve alors, on se retrouve jeudi, c'est ça, on avait dit jeudi.